Secure épisode spécial. Je suis accompagné de Michel. Est-ce que tu peux te présenter? Salut, oui, bonjour. Moi, c'est Michel Godette. Je suis directeur de produits chez Flair depuis maintenant 2 ans et demi environ. Puis j'ai évolué dans le domaine de la techno à Montréal depuis beaucoup plus que 2 ans et demi. Ça doit faire, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter à 20 ans, peut-être 25, et peut-être même plus encore. Donc, j'ai commencé dans les années 90. À l'époque, la techno, le high-tech, dans ces années-là, c'était les effets visuels. Donc, il y en a qui connaissent peut-être Softimage en 3D, qui était racheté par Microsoft. Moi, je travaillais chez Discrete Logic, qui faisait la 2D, l'incrustation, la correction de couleurs, etc. Et j'ai travaillé longtemps dans cette industrie-là. Puis quand ça a été racheté par Autodesk, qui est maintenant à Montréal, la filiale Autodesk Media Entertainment a commencé à Montréal par l'achat de Discrete. Puis ils ont racheté après plein d'autres compagnies. Fait que là, je suis allé dans un start-up, le VP Tech qui est parti d'une start-up, puis j'ai pas pu résister. Il me dit « Hey Michel, ça te tente-tu de te joindre à nous? » Fait que j'ai été assis nono pour quitter une bonne job payante pour rejoindre un start-up qui a crashé après 2 ans. Fait, il y a eu la bulle techno, puis c'était un autre ride. Fait que j'ai été intoxiqué, mettons, dès le début par cette énergie-là qu'il y a de travailler sur en avant sur la technologie de pointe. Puis ça a évolué beaucoup. Après, moi, j'en sauté. Je suis quand même allé. Je suis sorti un peu de ma zone. J'ai travaillé chez Québécois pendant 10 ans. À un moment donné, Pierre-Carl Pelado, il a dit à ses filiales « Hey, il faut que réveillez-vous là, en 2007-2008. » Puis ils ont créé un poste de directeur de digital, quelque chose. Là. Fait que j'ai travaillé là pendant 10 ans. J'ai développé une plateforme qui est maintenant utilisée par des millions d'élèves au Québec. Puis j'ai quitté parce qu'il était le temps de passer à autre chose. Comme je te dis, j'ai été intoxiqué au start-up. Je suis allé dans un start-up juste avant le COVID. OK, puis ça, c'est intéressant. Je n'ai même pas travaillé là parce que j'ai sorti du gros bateau québécois pour aller dans ce petit yacht-là. Il y a eu le COVID. Je quittais chez Québécois, je fermais les lumières, genre. Puis le lundi suivant, j'étais supposé de rentrer dans ce start-up-là qui travaillait en agrotech. Puis le vendredi, le gars, il m'appelle, il dit « Michel, désolé, mais j'ai quelque chose à t'annoncer. » Puis là, je dis « Non, tu me niaises. » Non, regarde, les investisseurs ont décidé de retirer. Fait que j'ai même pas commencé à travailler. Et après, je suis retourné dans l'industrie. J'ai travaillé en 3D, une compagnie allemande qui avait acheté des filiales en Amérique du Nord. J'ai dirigé ça. Puis après, j'ai abouti chez Flair parce qu'un ami avec qui j'avais travaillé auparavant me dit que Flair était la meilleure compagnie à Montréal pour laquelle il avait travaillé. Puis c'est un type très critique. Puis c'était la première fois qu'il chiait à l'époque contre une compagnie. Puis il a travaillé chez Dell et d'autres compagnies en cybersécurité avant. Puis il disait c'est la top. Puis va voir, je te vois dans cette compagnie-là. Je suis passé en entrevue. Puis ça a cliqué tout de suite. Puis je suis là depuis 2 ans et demi. Puis c'est comme si c'était hier. C'est un parcours très intéressant et justement non traditionnel dans notre domaine. Tu es un ingénieur de formation, tu as codé, donc tu as mis les mains dedans. Maintenant, tu es un directeur de produit. C'est quoi le rôle d'un directeur de produit? Parce que c'est une personne de l'ombre, mais qui est d'une très grande utilité pour une organisation, notamment comme Flair, qui doit justement un produit à vendre et à rendre attrayant. C'est comment? Ça peut être soit comme un coach derrière le banc ou un orchestrateur. C'est pas toi qui fais, mettons, je fais de la musique aussi. C'est pas toi qui chante, c'est pas toi qui fais les solos, mais tu t'assures que chacun joue. Si tu es un drummer ou si tu es un gardien de but ou si tu es là en avant pour t'es un ailier droit-gauche ou à l'offensive ou si tu es un guitariste solo, tu t'assures que chacun soit à son meilleur, qui répondent aux besoins au cas des clients et de la business. Puis le product manager est au centre de tout ça. Donc, à quelque part, il est un backbencher. Et c'est quelqu'un qui arrive avec son gros ego comme product manager, il ne fait pas sa job. Quelqu'un qui rend tout le monde heureux tout le temps, il ne fait pas sa job, parce que c'est aussi de dire non. Il y a des choses il faut constamment prendre des décisions qui optimisent finalement la capacité de l'équipe d'ingénierie. Puis on travaille pour des gens passionnés, c'est des missionnaires qui veulent accomplir de quoi, mais comment tu t'assures qu'en tant que product manager, que cette équipe-là est maximisée pour répondre aux besoins de l'entreprise puis aux besoins des clients?
Ouais, ben là, c'est ça. Puis ça demande des habiletés très particulières parce que tu parles avec l'équipe d'ingénierie, donc tu parles avec les passionnés, ceux qui sont des fois entêtés, qui ont des passions et des choses comme ça, de travailler avec eux autres, de les amener au bon endroit. Et tu as l'autre facette, tu as les autres facettes, t'as la facette de l'entreprise, ça va, sa direction, et la clientèle aussi, parce que même si tu ne fais pas directement affaire avec eux, c'est quand même eux qui viennent influencer le produit en question, là. Ben, comme je te dis, j'ai commencé comme ingénieur en software. Puis on m'a envoyé très tôt parler aux clients pour dire OK, qu'est-ce que tu as besoin? Puis c'est quoi tes pain points? Puis comment on peut t'aider? Finalement, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Versus, j'aime beaucoup, je suis un introverti comme plusieurs développeurs, mais j'aime le monde aussi. Puis je pense que ça prend ces deux aspects-là pour travailler avec des artisans. Il faut que tu sois capable de parler le jargon des faiseurs, des doers, mais en même temps de te mettre d'un côté empathique avec le client. Oui, mais c'est quoi maintenant? Comment on peut t'aider? Puis de passer d'un à l'autre, on peut devenir schizophrène à un moment donné aussi. Mais j'ai quand même pivoté assez rapidement. Puis je me suis posé la question à un moment donné, parce que j'aime l'art de créer, de faire du software, mais tu ne peux pas faire les deux. Tu peux pas être dans la zone, puis en même temps être dans le bruit de constamment interagir avec le monde et les clients. Oui, mais justement, comment tu fais pour concilier? Parce que c'est ça, tu travailles entre les deux, c'est un peu schizophrène, tu travailles entre les deux mondes. Fait que c'est sûr que tu as toujours les passionnés avec qui tu travailles, l'équipe d'ingénierie, mais tu as, les clients avec lesquels tu dois avoir et de négocier avec les clients parce que pour l'avoir fait un petit peu dans ma carrière, c'est pas toujours compatible quand on a à négocier avec le client là, et avec le réel de l'ingénierie, là. Ben, négocier avec le client, à quelque part, écouter règle la moitié du problème. Très souvent, quand nous, on est proche des clients chez Fleur, on les écoute. Ils ne font pas affaire avec un bureau à l'autre bout du monde qui prend leur. Ils ont l'opportunité de parler directement, presque indirectement aux équipes. Il y a moyen de dire OK, on le comprend ton besoin, on va l'adresser maintenant, idéalement, ou plus tard. C'est ça la job aussi on peut pas. Les clients comprennent, je veux dire, on est un start-up, on ne peut pas tout faire, tout ne peut pas arriver aujourd'hui en même temps. Puis on séquence les efforts, puis on essaie de rendre les clients heureux, pas avec un bing bang, mais avec des itérations constantes, qu'on améliore le produit ou qu'on règle des problèmes. Et quand les clients voient ça, puis quand ils font des demandes, puis ils se rendent compte qu'on répond à leurs demandes, peut-être pas avec un big bang 12 mois plus tard, mais avec un petit changement incrémental, il y a une relation de confiance qui s'établit. Puis après, ça devient très constructif. On se retrouve avec des power users, des gens qui deviennent des co-créateurs avec nous à quelque part. Quand tu as ça, dans une équipe de software, quand tu réussis à avoir ces quelques clients-là qui sont des ambassadeurs, qui sont capables ils sentent que tu bâtis pour eux, là, ça devient des influenceurs. Très, très important, mais puis en plus, tu m'en as parlé en pre-show, c'est tu dois jouer aussi, là, tu parles des clients, mais tu as les vendeurs, puis tu as le client success, qui sont les deux facettes associées, eux sont beaucoup plus en contact avec la clientèle et la future clientèle. Comment ces interactions-là font avec ton rôle et ensuite comment ça redescend jusqu'à l'ingénierie? Ben, les vendeurs, c'est une chose, puis le customer success, c'est autre chose. Le customer success, c'est le client actuel. Les vendeurs, c'est les prospects. Le gros problème est souvent, pour un directeur de produit, un product manager, c'est que c'est très anecdotique souvent. Le vendeur veut closer un deal et il a besoin de quelque chose maintenant pour fermer son deal. Puis il peut avoir un biais il doit avoir un terme, ça, c'est un biais de immediacy bias ou je ne sais pas trop quoi, que là, c'est la chose la plus importante à faire. Le problème, c'est quand tu es product manager, oui, il a raison localement, mais globalement, il faut que tu mettes ça dans un contexte où est-ce vraiment important pour tous les clients, pour l'entreprise, et c'est là que ça devient la job du product manager devient plus un job relationnel, puis difficile, parce que tu peux dire non, on ne le fera pas, on ne répondra pas à ce besoin-ci dans l'immédiat, ou oui, mais tu vas devoir attendre 6 mois, mais il faut quand même l'accueillir puis le remettre dans un contexte.
Même chose pour le customer success. Ça se peut qu'en un mois, tout à coup, 2, 3, 4 clients qui rapportent des problèmes ou des pain points. Puis là, on peut se dire, c'est la chose la plus immédiate. On envoie l'armada, l'armée de l'air et tout. Il faut régler ça. Mais non, c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour l'entreprise, pour l'ensemble des clients. Il faut quand même avoir une vue assez holistique pour mettre les priorités aux bons endroits. Puis c'est ça le problème dans une compagnie comme Flair. Au début, on était 2, 3 product managers. Là, on est rendu à 5 équipes. Puis on ne veut pas développer des silos. Il faut que chacun, celui qui pense au CTI, l'autre qui pense à la collection de données, l'autre qui pense à l'expérience utilisateur, travaillent ensemble, puis chacun ne devienne pas localement optimisé pour leur fonction, mais globalement pour l'ensemble de la plateforme qu'on offre aux clients. Oui, puis ça l'amène justement à l'autre point, parce qu'on pourrait dire un roadmap ou une vision globale, comment elle se matérialise, puisque tu as d'autres vis-à-vis dans d'autres équipes, justement, et comment tout ça se met en œuvre et comment tout ça peut interagir pour donner un tout concret et justement de faciliter la discussion avec les clients actuels ou les clients futurs, voir comment tout ça peut se mettre en place. Là, je vais tomber plus dans la pratique parce qu'on est exactement là-dedans. Flair a quand même évolué beaucoup. Tu sais, quand tu penses aux méthodes, à la Scrum et quoi que ce soit, puis à chaque 2 semaines, tu peux pivoter, puis les stakeholders sont là. Ça existe pour une raison simple, c'est que quand tu es un VC et tu mets de l'argent dans une compagnie, tu veux un checkpoint à chaque 2 semaines parce que tu veux que ton argent se rende à destination. Nous, on a adopté la méthode ShapeUp développée par Basecamp, c'est qu'on a des cycles de 8 semaines. Puis, je ne vais pas aller dans les détails, mais le product manager fait un pitch de OK, le prochain cycle, voici ça sur quoi les projets qu'on propose pour faire avancer la compagnie, faire avancer le produit. Et des stakeholders, en général, le CTO, le CEO, vont voter sur les priorités parce que le CEO est souvent très technique ou c'est des gens qui. Le CTO est très technique, mais il comprend les besoins d'affaires, puis chacun peut guider les product managers. Puis après, on focus. Après, l'équipe, on assigne les projets à l'équipe de dev qui travaille pendant 8 semaines sans interruption. Puis là, après, fait qu'on travaillait de manière itérative jusqu'à maintenant de cette manière-ci. Mais là, on a rendu à un point de maturité où est-ce qu'on sait c'est quoi on a une vision, on a un plan stratégique développé par Serge-Olivier Paquette et compagnie, qui est notre CPO. On sait où est-ce qu'on doit aller, donc c'est quoi la boussole sur laquelle on doit s'aligner. Puis on a une bonne idée des étapes, comment se rendre. Puis là, actuellement, on travaille à communiquer ça à l'intérieur de la compagnie de la meilleure façon possible. Ce n'est pas des commitments, mais c'est comme la direction qu'on prévoit prendre. Et là, de s'assurer que tout le monde est aligné. Voici les bonnes priorités qu'on devrait prendre pour les 3, 6, puis évidemment, la résolution va en diminuant dans le temps, puis ça peut changer, il peut arriver de quoi dans l'économie, dans la politique, quoi que ce soit qui va faire qu'on va réaligner nos forces, là, mais on est là-dedans. On tombe dans une phase où est-ce qu'on veut devenir plus prévisible à l'interne, mais aussi pour les clients, les gros clients qui adoptent Flair. Ils veulent savoir, oui, mais moi, j'ai ce besoin-ci, vous ne le comblez pas en ce moment. À quel moment pensez-vous pouvoir, on veut être capable de répondre à ces questions-là? On a atteint ce niveau de maturité-là chez Flair pour ça. Donc, ça change beaucoup sur le fait que c'était plus réactif aux demandes du client historiquement. Maintenant, c'est plus dans un contexte où le client peut influencer. Il va influencer, mais beaucoup moins drastiquement l'évolution du produit constant. Puis le nombre de clients que vous avez aussi est conséquent. Quand tu as commencé il y a 2 ans et demi, c'est pas le même nombre que maintenant. Donc, ça a aussi un impact. Puis justement, comment ça change ton approche au travail et à guider ton équipe si justement il y a comme un ramp-up, plus de clients, plus de demandes, plus de choses, peut-être un peu plus disparates d'ailleurs? On a doublé à chaque année à date. Et en doublant, il faut mettre en place des systèmes plus robustes de gestion. Malheureusement, j'aime pas dire le mot process. Et en réalité, ce que c'est. Un process, c'est quoi? C'est une manière de communiquer ensemble. Avant, on pouvait se retourner puis parler à nos collègues. Là, ça se peut que le collègue soit à Toronto, aux États-Unis ou ailleurs, puis il y a plus de niveaux d'indirection, il faut gérer ça, puis c'est une réalité chez Flair, puis on est en train de mettre ces méthodes-là de travail, puis quand elles sont pas bonnes, on les met dans le process shredder, puis on recommence. On n'est pas...
C'est très, je dirais pas démocratique, mais on est très empowered team quand même. Tout le monde, on a des gens qui ont on n'a pas de bozos chez Flair, mais on a des gens qui ont beaucoup d'opinions, des têtes fortes. Mais quand on prend une décision, ils vont s'aligner puis on dit OK, on travaille comme ça, on l'essaye, puis on s'adapte. On veut garder l'approche agile, mais on veut, à un moment donné, s'engager plus à long terme. Puis on est là-dedans là, en ce moment. Donc, ça fait. Puis, toi, dans ton rôle de product manager, on prend ces exemples-là. Ça va être de négocier avec les équipes, les amener à adhérer, puis amener le débat, mais en même temps, une fois que de clore le débat ou de trancher le débat s'il y a lieu. Ça ressemble un peu à ça. On débat pas beaucoup. À vrai dire, des fois, je pense que les gens qui arrivent chez Flair, je le vois dans leur face, on prend des décisions rapidement. Ça prend pas un mois, une semaine, une journée. C'est OK, on devrait faire ci, bing, bang, bang. Okay, il y a quelqu'un qui va proposer de quoi. S'il n'y a rien de mieux, 1, 2, 3, OK, on se commet, on le fait. Et puis, il y a les décisions de type 1, type 2, il y en a qui sont réversibles, non réversibles. Quand c'est réversible, là, on n'attend pas, on avance. Fait qu'on on est très proactif. Des fois, il y en a, je pense à quelqu'un qui s'est joint il y a quelques mois, puis il dit « Wow », après une semaine, il dit « OK ». Il est encore en onboarding, puis t'embarques sur un train à haute vitesse, puis on tourne pas l'entour du pot longtemps. Donc, on est très collégial, mais après, si ça tourne en rond, quelqu'un propose quoi? L'important, c'est de bouger, c'est d'être actif, c'est le momentum. C'est pas qu'on veut le garder. De nature, je crois qu'on embauche du monde qui sont à l'aise dans le momentum. Puis ça se peut que ça soit imparfait. C'est pas imparfait. On se réajuste, puis tout le monde a de quoi dire. Donc, c'est pas une démocratie, mais c'est un système qui fait que tout le monde a sa voix. Là, tout le monde a sa voix est importante. Puis ensuite, là, c'est traité selon le global, mais c'est intéressant que tout le monde ait sa voix. Au-delà du fait que c'est pas une démocratie, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, de pouvoir permettre à tout le monde ça, puis ça doit justement aider le sentiment d'appartenance, de sentir qu'on contribue davantage au réel de la compagnie. Là. Oui, ça le crée. Puis des fois, ça crée des gens tellement passionnés qui sont déçus que on n'est pas exactement dans la direction qu'eux pensent. Puis ça arrive à toutes les semaines que j'ai à gérer. Je dis, OK, oui, tu as raison, mais pas maintenant, ou on fera pas ça maintenant, ou tu as raison dans le futur, mais pas dans le présent. Puis d'essayer de garder cette énergie-là. 1, il faut embaucher les bonnes personnes. 2, après, il faut maintenir le momentum. Puis le facteur humain est important dans la tech, dans les équipes. Oui, ben énormément. Puis c'est important. Puis je trouve ça d'autant plus intéressant que tu le mentionnes parce qu'il y a cette espèce de mythe que Silicon Valley nous renvoie beaucoup, ce qu'on appelle les 10X engineers, là, ces espèces d'êtres humains exécrables, mais qui codent comme à des vitesses extraordinaires. Et toi, tu mentionnes exactement le contraire. C'est pas ça. C'est du monde qui sont passionnés, qui sont bons, mais ils sont des humains qui ne sont pas exécrables, donc sont capables d'être dans un environnement avec d'autres humains et d'arriver que la somme des parties soit plus grande que pris individuellement. On a chez Flair des 10X, mais ils ne sont pas exécrables. Puis d'eux-mêmes pourraient peut-être pas soutenir, tu ne pourrais pas soutenir l'organisation. Ça prend de tout. Ça prend une diversité de contributions, de talents pour faire ce qu'on fait. Les 10X, dans un petit startup, ça va, mais à un moment donné, quand tu grossis, ça en prend qui vont faire pas les tâches ingrates, mais on a des gens brillants que tu connais peut-être, qui sont sur le terrain, qui parlent du produit, puis qui vont se retourner vers ces développeurs ou ces 10X. Puis eux sont 10X à leur manière. Chacun peut être 10X à leur manière, mais Silicon Valley nous parle beaucoup du fait l'image du geek, puis qui est dur l'image, c'est l'image négative. C'est celle qui est toxique pour ses collègues parce qu'il
va démotiver ses collègues, pas autant en technique en termes de productivité, mais en termes de tout le volet humain ou l'absence de volet humain que ces personnes-là ont, et donc viennent nuire à l'équipe et non sa capacité de travail, parce qu'effectivement, c'est tous des passionnés. En tout cas, pour tous ceux que je connais chez Flair, c'est tous des passionnés, là, sont super intenses. Chacun dans leur domaine, mais en même temps, le technique, c'est pas capable de, ça c'est le mot de définition, n'est pas capable de négocier. Tu parlais justement de, on ne prendra pas ton chemin cette fois-ci, ou c'est pas là, ou ça va être plus tard, de négocier avec ça. Ça, c'est une force remarquable d'être capable, probablement pas dans ton rôle, là, d'être capable de rallier ces gens-là, puis de faire continuer, puis pas se démotiver parce que c'est pas leur idée qui est retenue, par exemple. On n'en veut pas ce genre-là. Une compagnie, un groupe, c'est comme un band, un orchestre, puis tu dois travailler ensemble. Même si en arrière, tu fais juste le petit triangle ding, 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 tu dois le faire au bon moment. Si tu es toujours en train de faire ding, ding, ding parce que tu es un expert du triangle, ça marche pas. Tu n'es pas en train de faire de la musique. Moi, je suis musicien, je pense que je te l'ai dit. Je peux faire beaucoup d'analogies. Je trouve que gérer une équipe de tech, c'est comme gérer un band. Puis quelqu'un qui arrive avec son ego, il ne fait pas corps avec l'ensemble, donc le résultat final n'est pas harmonieux. Puis nous, on a la chance d'avoir un bon band, mais on veut embaucher des bons musiciens qui vont jouer la bonne mélodie au bon moment ou renforcer le reste. Si tu es là pour faire le rythme, tu fais le rythme, puis puis écoute les autres, puis c'est c'est ça notre best practice. Là. On n'a pas besoin d'écrire un livre puis de théorique. C'est comme ça que ça se joue. Oui, ben, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que c'est contraire à l'image qui est envoyée de la Silicon Valley. On a Elon Musk présentement qui est l'exemple du volet toxique de ça. Puis il est comme mis sur un piédestal de cette toxicité-là. Et quand tu représentes ce que vous avez, c'est complètement le contraire. Donc, c'est un environnement ultra dynamique avec des gens passionnés, tout ça, mais qui sont capables de collaborer, qui sont capables de travailler ensemble, puis de négocier leurs petites différences d'opinion sur l'orientation du produit, là, en l'occurrence. On peut être impressionné par ce qu'il accomplit avec raison, Elon Musk, mais est-ce admirable au final? Puis est-ce que globalement, sa contribution à la société, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé pour aucune de ces organisations, mais est-ce que les gens sont mentalement heureux là-dedans? Je ne sais pas. La question est ouverte à lancer. Oui, tout à fait, mais moi, c'était plus justement mettre en lumière que tu fais partie de la contribution à rendre ton équipe heureuse. Puis moi, c'est aligné avec mes valeurs. C'est pas pour ça que j'en fais tant que ça, parce que c'est vraiment aligné sur le fait que au final, on est des humains, on n'est pas des machines. Donc, on doit être capable de manœuvrer dans cet univers-là. Puis même au fait qu'on a des bonnes et des moins bonnes journées. Des fois, on est moins productif. Puis des fois, bon, on a des problèmes à la maison. Puis des fois, qu'on amène au travail. Puis, les anciennes façons, si tu laisses tes problèmes à la maison, tout ça. Puis le réel, c'est pas ça. Les humains sont pas comme ça. Sont entiers, et donc, ça fait partie de cette culture. Puis je suis très heureux d'apprendre que c'est comme ça chez Flair. Je pense qu'on a la chance de s'être retrouvés. À date, toute personne qui s'est retrouvée chez Flair a été embauchée, oui, à cause de son expertise, mais parce qu'elle était à l'aise à évoluer dans ce genre de culture qu'on a mis en place. Puis il y en a qui n'étaient pas à leur place, puis ils ne sont plus chez Flair, mais c'est quand même des exceptions. Ah, mais c'est bien. Puis le processus d'embauche, puis j'imagine que tu en fais partie, là, parce que c'est quand même tes équipes. Qu'est-ce que vous regardez justement pour assurer l'alignement avec les valeurs, l'alignement avec comment vous opérez, puis justement pour continuer à rajouter des instruments ou des ingrédients à la recette sans que ça devienne dissonant ou que ça devienne créer un souci? Les chefs d'équipe sont ceux qui sont responsables de l'embauche, qui font qui postent le job posting, qui crée le job posting, qui reach out pour. Excuse mes anglicismes, là, mais. On est à Montréal, c'est tout à fait normal. Puis, anecdote, parce qu'on est au B-side, il y a une personne qui est arrivée puis qui était un peu froissée que les titres de conférence étaient en anglais, mais c'était présenté en français, fait que ça l'avait un peu, malheureusement, parce que c'est un anglophone, froissé. Mais je fais comme moi, mais là, j'étais à côté de, je pense que c'est Marc,
disons, on est à Montréal. À Montréal, c'est normal que ça transporte d'un à l'autre. Mais bref. Ouais, un Montréalais va passer d'un à l'autre sans trop s'en rendre compte, puis tu peux être fier de ta culture. Moi, je suis francophone, puis mais bon. C'est la réalité montréalaise. C'est pour ça que le fait d'utiliser des anglicismes est banal, en tout cas du moins pour un Québécois. Là. Ta question, c'était concernant l'embauche. Je dirais que les fondateurs ont commencé ça, c'est que c'est très personnalisé. Puis les candidats vont rencontrer les gens avec qui ils vont travailler. On les met devant des situations concrètes, devant un tableau. Ça peut être stressant pour certains, mais on travaille ensemble à régler des problèmes. Que ce soit en équipe d'ingénierie, au tableau, tu vas rencontrer un ou deux team leads, puis les gens avec qui tu travaillerais. Donc, on voit s'il y a une chimie, on voit comment la communication passe, on voit si les points en commun. Puis après aussi, on teste la capacité. Puis on n'est pas là pour coincer les candidats, on est là pour travailler avec eux pendant 2-3 heures. Ça peut être long des fois, là, ceux qui se rendent en deuxième, troisième étape. Là. Mais puis ça a fonctionné très bien pour nous. Je dirais notre score à date est excellent. Là. On n'est pas assez gros pour avoir une équipe de HR genre de firewall entre les deux, qui nous impose une manière puis des candidats. Les équipes vont chercher eux-mêmes des candidats à leur image, ou pas nécessairement à leur image, qui complètent l'équipe dans un cadre culturel où est-ce que la communication passe. Mais au final, est-ce que la communication est bonne? Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble puis se comprendre? C'est super important. Là. Oui, c'est vraiment très chouette. Puis j'aime ça que ça soit exposé parce que ça l'amène une réflexion différente sur comment on aborde le travail. Parce que sinon, on est dans des structures puis on est juste un numéro. Là. Puis là, c'est vraiment dans un contexte où l'équipe choisit son nouveau membre et va intégrer des choses qui correspondent à son feeling, là, ce genre de choses-là. Tu as un peu parlé aussi du fait que maintenant, c'est rendu beaucoup plus diffus. C'est plus réparti à travers le monde, des équipes, des choses comme ça. Est-ce que ça présente des défis particuliers au niveau de ce que tu as à faire en termes de gestion de tes équipes et des relations, ou ça se fait de façon harmonieuse depuis que tout le monde est habitué maintenant en télétravail? Je ne suis pas sûr de comprendre. Tes équipes réparties, ils ne sont pas tous basés à Montréal? De travailler dans des équipes réparties avec des interlocuteurs un peu à travers le monde. Tu l'avais fait dans ton passé dans d'autres compagnies. Le code Flair est différent de ceux-ci, mais est intéressant parce que ça l'amène une dynamique un peu différente de cette collaboration. On est une compagnie remote avant tout, mais pour l'équipe de produits, on aime bien embaucher à Montréal. C'est plus facile d'être ensemble, mais on ne force pas les gens à venir au bureau. Normalement, il y a une raison. Soit il y a un 5 à 7, ou il y a un meeting de groupe, ou il y a un kick-off de projet. Les membres des équipes vont normalement venir au bureau s'ils peuvent. Sinon, on embauche aussi pour l'expertise. Et si on cherche quelqu'un de talent, est à Vancouver, Toronto ou ailleurs, ou en Europe, puis c'est un bon fit, on l'embauche. Puis on a l'opportunité de créer des occasions de se retrouver soit annuellement ou périodiquement. On regroupe les équipes. Il y a comme la semaine prochaine, bientôt, il y a l'équipe de Customer Success qui vont être au bureau. Il n'y a pas si longtemps, c'est l'équipe de marketing qui est venue, qui sont retrouvés, qui ont fait un quarterly meeting. On fait l'équipe de produits, on fait la même chose. Donc, on crée des moments, mais il faut qu'il y ait une raison pour venir au bureau. En général, pour ceux qui préfèrent travailler remote, la raison, c'est qu'ils viennent naturellement au bureau parce que c'est tellement plus facile d'interagir. Moi, je suis un fan d'être devant un tableau blanc, puis de gribouiller, puis d'échanger en personne. Là. Mais... Ouais, moi aussi, pour parenthèse, c'est sur l'idéation, c'est toujours mieux d'être en personne. Puis c'est le modèle parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de réflexions, puis j'ai contribué à des réflexions de certaines compagnies. Et moi, je disais essentiellement, tu as juste besoin de te rencontrer une semaine par mois. On fait tableau blanc, on brainstorm ça, puis après ça, les 3 autres semaines, ben, tout le monde à la maison, travaillez, concentrez-vous fort, fort, fort ce que vous faites, puis revenez à peu près dans un mois, puis on va un peu ce style-là. Ouais. Je suis content de voir que ça s'exécute parce que c'était des idées, mais j'ai jamais vu personne de mes clients qui l'ont fait. Là. De voir que cette idée-là fonctionne, de ramener cette façon de les deux en même temps. Oui, ça fonctionne pour nous. Et moi, je crois que c'est la méthode la plus constructive d'utiliser des gens de talent, des gens, parce qu'à un moment donné, le brainstorming se fait mieux
l'idéation se fait mieux en personne, mais après, à un moment donné, quand il vient le temps de produire de quoi, il y en a qui sont plus à l'aise à la maison, quoi que ce soit, mais on rejoint le meilleur des deux mondes. J'ai vécu les deux, puis après la pandémie, on a tous vécu plusieurs modèles. Moi, j'ai comme vécu à reculons pendant la pandémie. J'ai joint une compagnie allemande qui a fait une acquisition nord-américaine de compagnie qui était remote avant le remote. Puis ils ont essayé de nous rentrer dans un cadre où est-ce qu'ils voulaient que les gens rentrent au bureau. Ça marche pas. C'est comme, puis t'as beau l'expliquer, tu dis non, il n'y a pas une raison de se. Pourquoi, là, je me retrouvais à gérer des gens mécontents qui disent ben là, pourquoi je viens au bureau? Je suis devant mon écran pour parler à mon collègue qui est à Francfort, puis l'autre qui est à Los Angeles, puis je me suis tapé 1h30 de métro pour ça, là, d'autobus ou je sais pas quoi. Puis là, t'es comme manager, tu dis, voyons, je peux faire quelque chose de plus productif dans ma journée, d'essayer de convaincre quelqu'un que ça a de l'allure quand moi, j'y crois même pas en plus. Là. Fait que non, je pense qu'on a tous. Ouais, c'est des choses, mais c'est intéressant de voir que même avant ces époques-là, il y avait encore de l'entêtement qui pouvait exister. Puis comme on voit maintenant, cette espèce de dogme, mais bref, moi, je suis beaucoup plus dans la souplesse. Puis je trouve ça intéressant que ça soit mis en œuvre parce que pour moi, c'est à bien des égards, j'admire Flair parce que c'est un modèle. Puis là, j'ai l'occasion de te parler pour certains aspects que je connais moins du fonctionnement et de voir à quel point c'est humain, à quel point c'est dynamique, c'est adaptable, c'est comme un organisme vivant qui veut grandir et qui s'adapte à son environnement et aux défis qui se présentent devant lui. Ben c'est ça la vie, hein? Si tu t'adaptes pas à ton environnement, tu n'optimises pas, tu vas pas vers la lumière, ben. Oui, ben, bref, c'est très intéressant. On a fait un bon tour au niveau de ce que c'est, en tout cas, à mon sens. Est-ce qu'il y a des volets de ton travail qu'on n'a pas abordé que tu aimerais partager? Ouf, tu me prends à froid dans une conférence. Tu as décidé que tu avais le goût de me parler. Puis là, je suis là, puis j'ai déblatère mon passé, ce que je ne suis pas habitué de faire. Normalement, j'écoute plus que je parle. Fait que là, tu me sors de ma zone. Oui, puis je vais voir si c'est pas d'autre chose que tu as, parce que tu as quand même une belle expérience. Puis c'est vraiment chouette ce qui est exécuté chez Flair. Là. Il y a d'autres aspects où on peut se reprendre un autre moment donné aussi. Ben, je peux juste dire, moi, je suis né avant l'Internet, j'ai vu le web, là, on est rendu à l'âge du AI, puis il y en avait d'autres avant. Mais j'ai toujours été en avant-plan, mettons, dans le high-tech numérique. Puis je trouvais que ça bougeait vite quand j'étais jeune. Puis là, je le suis un peu moins, puis ça bouge encore plus vite. Je trouve ça fascinant. Puis en même temps, moi, ça me garde jeune, puis je travaille avec des gens qui sont pas mal plus jeunes que moi, mettons. Puis, juste dire que, tu sais, à Montréal, on est chanceux quand même. Je trouve d'avoir ces entreprises-là, puis il y en a qui naissent, qui meurent, puis je suis content de faire partie de ça. Puis maintenant, dans le domaine de la cybersécurité, il n'y en a pas tant de compagnies canadiennes, québécoises dans ce domaine-là. Je suis fier que Flair en soit une, qu'on soit en croissance. On a ralenti un peu l'embauche récemment. On a levé une série B, mais on a ralenti à cause du contexte économique mondial américain. Puis là, on repart quand même assez bien. On cherche des bonnes ressources. Puis je pourrais peut-être plugger un message. Dans le fond, si vous êtes passionné par le domaine, vous pensez pouvoir contribuer à Flair d'une manière quelconque, à froid, vous pouvez nous contacter. Flair.io. Il y a des jobs, mais vous pouvez juste dire je suis intéressé. Venez les voir dans les événements. Dans tous les événements au Québec, au moins. Vous êtes au sein international. Vous avez une belle visibilité aussi. Oui, puis c'est souvent une question de timing. Peut-être pas maintenant ou plus tard, mais on cherche toujours des gens passionnés qui ont du talent, avec qui on aurait du plaisir à bâtir l'avenir de Flair. Cool. Merci énormément pour ce partage-là, parce que c'est des facettes un peu moins connues, un peu plus dans l'ombre, comme tu mentionnais en entrée de jeu, puis justement d'exposer l'importance de ce rôle-là, notamment dans une start-up, mais en général aussi, de voir comment on peut grandir. J'espère que ça va avoir inspiré bien des gens. Peut-être pas de devenir un rôle comme le tien, mais au moins de voir comment ce rôle-là est important dans une organisation. Et même si elle ne fait pas du produit, mais qui quand même permet de cette espèce de colle humaine
qui permet le fonctionnement. Cool. Je te remercie.